Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 110. Et pour ce numéro, je vous propose de continuer notre série d'exercices autour des développements en série de Fourier en tout bonnement calculant un développement en série de Fourier. Et cela nous permettra en fait de calculer des séries assez bien connues, liées notamment à la fonction zeta de Riemann. L'énoncé précis du jour est le suivant, soit f, une fonction de R vers R de pi périodique, telle qu'elle coïncide avec la fonction carrée sur l'intervalle moins pi pi. On aimerait alors, en considérant le développement en série de Fourier, calculer les séries suivantes. Cet exercice peut très bien se faire en première année de classe préparatoire. J'ai bien dit oui, en première année de classe préparatoire. En effet, pour avoir un petit peu plus de background et se sentir plus à l'aise, ça serait mieux de l'attaquer en deuxième année de classe préparatoire. Mais en fait, on peut attaquer cet exercice en première année de classe préparatoire, car ça n'est que du calcul. Plus application de résultats qui sont en soi hors programme, qui sont des résultats que nous avons déjà établis sur la chaîne autour des développements en série de Fourier. Résultats dont je vais rappeler l'essence, j'ai envie de dire, et même donner des références pour vous y ramener au besoin, relire l'énoncé précis. Et si vous voulez jeter un coup d'œil à ces preuves, vous pourrez, sauf que pour comprendre ces preuves, ce serait mieux d'être en deuxième année de classe préparatoire. Mais en vrai, vous n'avez que besoin de connaître ces résultats pour pouvoir attaquer cet exercice. Alors je rappelle que nous avions étudié dans l'exo de colle numéro 105 le théorème de Dirichlet qui dit la chose suivante, je vais simplement le dire à l'oral. Nous avons une fonction f supposée continue de pi périodique telle que en tout point nous avons une dérivée à gauche et une dérivée à droite. Elles ne coïncident pas nécessairement, mais ces dérivées à gauche et à droite existent. Sous ces conditions, alors on a la convergence du développement en série de Fourier de notre fonction vers la fonction f directement. Si on se permettait d'avoir une fonction qui n'est pas continue, juste continue par morceau, alors dans ce cas-là, aux endroits où on a discontinuité, le développement en série de Fourier devrait converger vers la moyenne entre la limite à gauche et la limite à droite de la fonction en tout point. Donc c'est la seule chose qui pourrait changer si on travaille avec une fonction qui n'est pas continue, mais vous allez voir ici, nous n'aurons pas trop de difficultés et on pourra appliquer le résultat que nous avons démontré en se restreignant au cas où on aurait une fonction continue. Bien, donc ça c'est la première chose et le premier résultat qui pourra être utile pour attaquer cet exercice. Et un autre résultat important, qui lui aussi sera utile, c'est le résultat que nous avions établi au petit exo de colle numéro 106, le résultat de Parseval, version Fourier, je tiens à le préciser, car en effet le théorème de Parseval est un résultat qui peut s'établir sur n'importe quel espace pré-hilbertien. Ici on s'était restreint à des R espaces vectoriels munis d'un produit scalaire, mais à vrai dire on pourrait travailler dans le cadre des complexes avec un produit hilbertien. Bref, on a retraduit ce théorème dans le cadre Fourier afin d'établir une jolie identité à condition que la fonction soit continue. C'est suffisant, voire même continue par morceau, ça peut être amplement suffisant. Une identité qui permet de lier les coefficients du développement en série de Fourier mis au carré et une intégrale en fait de la fonction qui serait en jeu. Je ne rappelle pas les énoncés précis, je vous inviterai d'ores et déjà à vous jeter sur ces références si vous avez besoin d'un rappel précis sur les énoncés de ces résultats. Nous allons bien entendu les ressortir pour la résolution car il va y en avoir besoin, mais si vous voulez par vous-même déjà voir à quoi ça ressemblait et par vous-même chercher à les appliquer, je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil à ces exercices avant. Je pense ne pas avoir besoin de dire grand chose de plus, essentiellement on va jouer avec ces deux gros résultats, plus il va falloir étudier un petit peu la régularité de notre fonction, et avec tout cela, on devrait être capable de calculer les séries qui sont en jeu. Alors maintenant, je vous invite comme d'habitude à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. C'est vraiment un exercice calcul. Il n'y a vraiment rien de très profond. Disons qu'il y a quand même 2-3 petites choses à checker pour pouvoir s'assurer que les résultats qui sont ici peuvent s'appliquer. Mais en dehors de ça, vraiment, on se laisse porter par le calcul et les choses vont toutes seules. Résolution. Alors la première chose qu'il faut faire à chaque fois quand on veut calculer un développement en série de Fourier, c'est déjà de tracer la fonction. À quoi ressemble la fonction? Alors on sait
que sur l'intervalle moins pi, la fonction est égale à la fonction carrée. Donc on a quelque chose comme ça, sachant qu'en moins pi, ça colle. Et en pi, hop, là on ne sait pas ce qui se passe vraiment en pi, mais par contre on sait ce qui se passe quand on s'approche de pi. Très bien, donc on a cette fonction-là sur l'intervalle moins pi, mais il ne faut pas oublier que la fonction que nous avons, elle est de pi périodique. Ce qui signifie que ce que je viens de dessiner là, eh bien on doit le copier-coller. Donc je vais le colorier en noir, juste pour qu'on puisse faire la différence. Tac. Et là ici aussi. Voilà. Et donc on pourra constater que la valeur qu'on a en moins pi étant égale à la valeur en pi pour la fonction carrée, alors on est sûr qu'on a ce raccordement et donc on a la continuité de notre fonction. Donc la première chose qu'il faut constater, c'est que f est continu sur R. Et il est suffisant de tout bonnement voir que la limite quand x tend vers pi, par valeur positive de notre fonction, donc par valeur négative d'abord, c'est bien égal en fait à pi carré. Pi carré, si je regarde maintenant f de pi c'est la même chose que f de moins pi par 2pi périodicité, donc 2pi période. Et ça, c'est donc égal à moins pi au carré, qui vaut pi carré, donc tout va bien. Et la dernière chose qu'il faut regarder, c'est la limite quand x tend vers pi par valeur positive de f de x, donc la limite à droite, oui c'est ça, à droite. Donc là il faut utiliser la 2pi périodicité, donc je peux faire la limite quand x tend vers toujours pi par valeur positive, mais de f de x moins 2pi. Et en faisant cela, par continuité à droite de notre partie de fonction ici entre moins pi et pi, je peux écrire que cette limite, c'est en fait la même que, donc que je fasse pas de bêtises, c'est en fait la même que moins pi au carré, encore une fois, qui va donner pi au carré. Voilà. Donc on a la coïncidence de toutes les limites en pi, ce qui signifie que le raccordement ici est bien continu, et par 2pi périodicité, étant donné que la fonction est continue sur l'intervalle fermé moins pi, cela implique que la fonction est continue partout. Donc voilà, donc là on a prouvé que f est continu sur le segment moins pi. Et en fait, grâce au raccordement continu, on pourrait même dire que c'est continu sur l'intervalle, un intervalle plus grand, mais je vais me contenter juste de ça. Donc ça plus, j'allais dire plus périodicité, 2pi périodicité. On a gagné. Donc la fonction est bien continue sur R. Un autre truc qu'on peut constater, c'est qu'elle admet des dérivées à gauche et à droite en tout point. Étant donné que sur tout l'intervalle moins pi ouvert, la fonction est dérivable. Et qu'on peut donc regarder une dérivée à gauche et à droite en pi et en moins pi, en considérant en fait ce qui se passe pour x carré, mais également ce qui se passe de l'autre côté. Donc on peut constater aussi que f étant C1 sur l'intervalle moins pi, elle admet des dérivées à gauche et à droite en tout point et en tout point de R. Puisqu'encore une fois, on utilise la 2pi périodicité, donc ça nous permet de dire qu'on a une dérivée, en fait, tout simplement. On a une dérivée sur n'importe quel intervalle de cette forme-là, de longueur de pi. Et de plus, on peut définir une limite à gauche et une limite à droite de cette dérivée qui correspondrait exactement à regarder la dérivée à gauche et la dérivée à droite de notre fonction. C'est pas tout à fait ça que je veux dire, c'est pas dérivé à gauche et dérivé à droite de notre fonction. Ce que je veux essentiellement dire, c'est que pour la valeur moins pi ou pour la valeur pi, on peut définir bien une dérivée à gauche et une dérivée à droite, tout simplement en regardant la dérivée, ce qui se passe de ce côté-là pour moins pi, et pour l'autre dérivée, on regarde de ce côté-là par rapport à moins pi. Voilà.
Et donc à partir du moment où on sait que pour pi et pour moins pi, il n'y a pas de problème, on conclut qu'il n'y a pas de problème non plus pour pi. Alors pourquoi je fais ces vérifications? C'est parce que ce sont les hypothèses pour lesquelles je peux appliquer le théorème de Dirichlet. Donc le théorème de Dirichlet permet d'affirmer alors que on va avoir notre fonction pour tout x. Notre fonction est donc égale à a0 de f sur 2 plus la somme des an de f cosinus nx plus bn de f sinus nx n, alors de 1 à l'infini. Donc voilà, ça c'est le développement en série de Fourier. Et maintenant il faut rappeler la formule des coefficients de Fourier. Donc a n de f, c'est 1 sur pi intégrale de moins pi à pi de f de t cosinus nt dt, et bn de f, c'est égal à 1 sur pi intégrale de moins pi à pi de f de t sinus nt. Donc voilà, sachant que ces définitions sont valides pour n'importe quel entier n naturel. Si n égale 0, ça fait bien le A0. Si n égale 0 pour le B, ici ça fera 0. Bien, donc ça, ok. Alors c'est maintenant qu'on va devoir se lancer à faire du calcul. Je ferai simplement constater que la fonction de plus f est paire. Alors, je vous avais fait un exemple lors de l'exo, alors je crois que c'était l'exo de colle sur la régularité du développement en série de Fourier. Donc ça fait un petit moment de ça, peut-être il y a 2 exos de colle de cela. Je vous avais fait en fait la régularité de la convergence de la série. Et je vous avais fait ensuite un calcul d'exemple où je vous avais donné une fonction qui était, je crois qu'elle était aussi paire. Je ne sais plus si elle était paire ou impaire. Mais en tout cas, je vous avais expliqué comment on pouvait montrer, sachant qu'elle est paire sur un intervalle de la longueur correspondant à la période, de la longueur aussi centrée en... L'intervalle, il faut qu'il soit centré en 0, bien sûr. Donc si on a une parité vue sur un intervalle centré en 0 de longueur exactement la période, et qu'on sait que la fonction elle est paire ou impaire sur cet intervalle, alors automatiquement la fonction tout entière est paire ou impaire sur tout R. Alors je ne vais pas m'amuser à refaire la preuve de cette chose. Je pense l'avoir déjà fait dans l'exercice de régularité. Il s'agit essentiellement de faire une espèce de division euclidienne. Je mets des guillemets parce qu'en fait, on va utiliser plutôt la partie entière, le fait que R soit archimédien. Donc, on essaye de chercher avec des parties entières le plus grand multiple de 2pi dans lequel on peut encadrer notre valeur réelle. Et puis après, on s'amuse à faire la soustraction avec ce 2pi. Puis ensuite, on fait en sorte que la valeur avec la soustraction qu'on a fait se trouve bien dans l'intervalle centré en 0. Et puis après, à partir de ce moment-là, on peut utiliser la parité et réutiliser la périodicité pour se ramener à moins x par rapport à x. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée sous-jacente pour pouvoir montrer qu'une fonction qui est paire sur un intervalle donc centré en 0 de longueur, la période, eh bien elle est donc paire sur tout R, si la fonction donc en effet est bien périodique de la période correspondant à la longueur. Bon, je me répète un petit peu, mais c'est pas grave, je ne fais pas les détails ici. Donc ici je vois que f est paire sur moins pi pi, ce qui implique qu'elle va être paire sur R. À cause de ça, on peut affirmer que les Bn de f sont tous nuls. Et vous pouvez vous en assurer très rapidement en commençant le calcul ici, puisque là vous avez l'obligation, si je puis dire, de faire le calcul de t carré fois sinus de nt dt sur un intervalle centré en 0, sauf que la fonction qui se trouve dans cette intégrale, c'est une fonction impaire. Donc, pas le choix, vous allez vous retrouver avec 0. Mais une manière un peu plus propre de le dire, c'est de constater dès le début que la fonction est paire. Ça fait partie des réflexes importants quand on se lance à faire du calcul en développement en série Fourier. Bon, maintenant, il va falloir se concentrer sur le calcul des AN. Alors, je vais commencer par regarder A0 de f. Donc, A0 de f, c'est 1 sur pi, intégrale de moins pi à pi, donc de t carré dt. Quand on travaille avec des fonctions paires, et qu'on fait des intégrales sur un intervalle centré en 0, on peut utiliser le fait que ce type d'intégrale, c'est en fait 2 fois
l'intégrale si on regarde que la partie positive de cette intégrale. Donc c'est-à-dire que ce truc-là, c'est égal à 2 sur pi intégrale de 0 à pi de la fonction t carré. Primitive de t carré, c'est donc t cube sur 3. Je dois le calculer en 0 et en pi, faire la soustraction. Et donc en pi, je vais obtenir pi cube sur 3. Ceci va donc me donner 2 fois pi cube sur 3 pi, donc 3 pi. Et le pi va se simplifier, ce qui va me donner 2 pi carré sur 3. Voilà. Et donc c'est maintenant qu'on va se lancer vers du vrai calcul. Hop. Du calcul comme on aime, calcul d'intégrale. N'hésitez pas à faire des pauses encore une fois sur la vidéo, c'est fait pour ça, le support vidéo. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à faire demi-tour, ça serait bien utile. Donc, an de f maintenant pour n plus grand que 1. Donc 1 sur pi, alors vous l'aurez compris, comme c'est centré en 0 et que c'est une fonction paire, je vais juste me contenter de regarder l'intégrale de 0 à pi et multiplier par 2 le résultat. Donc 2 sur pi fois l'intégrale de 0 à pi de t carré cos nt dt. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que ce sont le type d'intégrale que l'on peut rencontrer quand on veut calculer la série d1 sur n carré. Il y a beaucoup d'exercices à travers lesquels on est obligé de passer à travers pas mal de calculs d'intégrale pour pouvoir calculer cette série. Et donc, on peut voir vraiment le parallèle en fait. Toutes ces méthodes-là cachent derrière eux une question de développement en série de Fourier. Donc c'est un peu aussi la morale que j'aimerais amener, c'est que la plupart des calculs de série liés à la fonction d'état de Riemann peut se ramener à du calcul de développement en série de Fourier, et c'est donc pas pour rien qu'on vous propose des exercices faisant des calculs d'intégrale pour calculer la somme des 1 sur n carré ou la somme des 1 sur n4, puisque ça va être essentiellement basé sur des développements en série de Fourier. Voilà, maintenant parenthèse fermée, on se relance dans le calcul. Donc je vais maintenant ne pas trop me préoccuper du 2 sur pi et juste regarder l'intégrale de 0 à pi de t carré cos nt. Bon, intégrale très classique, on fait une IPP. Ça me permet de rappeler une méthode assez sympa pour savoir lequel il faut dériver et lequel il faut primitiver, car j'imagine que la plupart d'entre vous ont un peu de mal à savoir exactement qui faire quoi. Eh bien, il y a un moyen mnémotechnique pour savoir, c'est les Alpes. Alors le moyen mnémotechnique vous permet de dire, donc en fait vous avez ici sinus, exponentielle, polynôme, L ici c'est pour logarithme, et puis A c'est tout ce qui est arccos, arcsine, etc. Donc c'est ça que cache l'acronyme ALP. Et puis bon ça signifie que quand vous faites une IPP, il est préférable de dériver la lettre qui se trouve avant et de primitiver ce qui va se trouver après. Par exemple, si vous avez un polynôme fois exponentielle, ça signifie qu'il est préférable de dériver l'exponentielle et de faire une primitive de l'exponentielle. Vous voyez? Et c'est exactement ce que vous faites quand vous avez une intégrale de ce genre. Bon là, S ici c'est pour sinus, cosinus. Donc là vous avez cosinus contre un polynôme. Ça signifie donc que vous devez dériver le polynôme et faire une primitive de cosinus et sinus. Si vous ne connaissiez pas ce moyen mnémotechnique, j'espère que ça en aidera plus d'un de connaître ce moyen mnémotechnique pour essayer de savoir lequel il faut dériver et lequel il faut primitiver. Bien, maintenant que j'ai donné ce moyen mnémotechnique, je vais me lancer et donc ici dériver le polynôme t carré, faire une primitive de cosinus. Donc pareil, si on a aussi du mal sur les dérivés de cosinus et sinus, bon moi j'utilise pas le cercle trigonométrique, moi ce que j'utilise c'est ce qui se passe autour de 0 pour chacune des deux fonctions sinus et cosinus. Sinus ressemble à ça autour de 0, et cosinus ressemble à ça autour de 0. Donc cosinus étant croissante puis décroissante, ça veut dire que la dérivée doit être d'abord positive puis négative, ce qui signifie alors que la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Et puis pour le sinus, sinus pareil c'est une fonction ici qui est croissante, donc ça veut dire que la dérivée doit être positive. Par conséquent la dérivée de sinus doit être cosinus, étant donné que cosinus est positive. Donc ça, voilà, c'est un moyen mnémotechnique. Plus que ça d'ailleurs, ça permet aussi de retenir le début des développements en série entière, si vous voulez, ou même juste des développements limités, puisque le sinus, développement limité, c'est x, puis après x cube, il y a un moins x cube sur 3, et puis pour le cosinus, vous avez x, puis moins x carré sur 2. Donc ça permet aussi de retenir ça, les développements en limité, ou les développements en série entière, le début des développements en série entière,
Ça peut être bien utile à travers des exercices plus compliqués même que juste là ici des calculs d'intégrale. Bon, je me permets vraiment, là comme c'est que du calcul, je me permets vraiment de vous rappeler des moyens, de vous rappeler ou de vous donner des moyens mnémotechniques pour ne pas vous planter sur les différentes étapes de calcul. Donc là, je cherche une primitive de cosinus. Primitive de cosinus, je viens de rappeler que la dérivée de sinus est cosinus. Donc ici, je vais prendre tout simplement sinus. Je vais avoir donc t carré fois sinus de nt sur n. On n'oublie pas de diviser par n, bien sûr. 0 pi. Et puis moins intégrale de 0 à pi. Donc de 2t fois sinus de nt sur n dt. Je vais maintenant effacer les moyens mnémotechniques pour avoir de la place pour la suite du calcul. Hop. Très bien. Alors maintenant, le crochet, sinus d'un multiple de pi, ça fait toujours 0. Donc ça veut dire que ce crochet-là vaut tout simplement 0. On peut s'attarder donc sur cette intégrale-là. Ça va nous donner moins 2 sur n intégrale de t fois sinus nt dt. Ah oui, et puis le moyen mnémotechnique que j'ai donné pour Alp, là, bien sûr, ça marche à condition que ce sont des fonctions de référence. Donc c'est-à-dire que les compositions sont pas trop moches. Il n'y a pas une composition, là, j'ai pas un cos de t carré, quoi. D'accord, ça marcherait peut-être un peu moins si on avait ce genre de composition. Mais en tout cas, c'est bien utile pour la plupart des intégrales classiques qu'on a à calculer avec des polynômes, des fonctions arcos, arctine, des trucs comme ça. Voilà, je pense que c'est assez utile. Et si ça peut en aider certains, j'espère que ça en aidera. Bref, je me relance. Donc, on doit refaire une IPP encore une fois ici, polynôme contre sinus. Donc on va chercher à dériver le polynôme et à faire une primitive du sinus. Donc on va avoir moins 2 sur n primitive, donc là je fais t fois, et là attention, primitive de sinus c'est moins cosinus, donc là on a moins cosinus de nt sur n, 0 pi, très bien, et puis, donc ça c'est bon, et ensuite j'ai moins, donc plus, mais après il y a encore un moins à cause du cosinus, donc ça fera moins intégrale de 0 à pi de cos nt dt. Et j'ai oublié un 2 sur n encore, donc 2 sur n carré. Très bien, alors maintenant que j'ai fait l'IPP, cette intégrale-là est clairement nulle. Hein, ça, vous pouvez faire une IPP si vous voulez, enfin une IPP. C'est pas une IPP, vous faites une primitive simple, ça va vous donner du sinus et ça va vous donner 0. Sinon, il suffit de se souvenir que l'intégrale de cosinus entre 0 et pi, ça fait 0. Et donc là, on est en train de s'amuser à faire l'intégrale sur tous les multiples en fait possibles de 0 pi, quoi. Donc on fait 0 n pi, ça donnera toujours 0. Bref, peu importe votre méthode, cette intégrale-là va donner 0. Voilà. Donc j'ai plus qu'à me concentrer sur ce crochet. Et donc ce crochet, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens alors moins 2 sur n. Et j'ai plus qu'à remplacer. Si je remplace par 0, 0 fois n'importe quoi, ça fera 0. Et puis si je remplace par pi, ici je vais donc avoir pi fois moins cosinus de npi sur n. Donc le moins qui est ici avec le moins qui est ici vont se simplifier. Ce qui va me donner alors du 2pi sur n carré. Et après, ce truc-là, donc moins cos npi, eh bien, enfin le moins a déjà sauté, pardon, mais cos npi, eh bien c'est la même chose que moins 1 puissance n. Cos de 0, ça fait 1, cos de pi, ça fait moins 1, cos de 2pi, ça fait 1, etc. Donc tous les multiples de pi, en fait, si vous faites le cosinus, ça correspond à, regardez, moins 1 puissance n. Donc on se retrouve avec ceci. Bien, alors ceci permet de conclure que an de f, je vais devoir effacer la formule, mais c'est pas grave, on va devoir la réécrire d'ici pas longtemps. Donc, au final, on a alors que an de f, si on rassemble le tout, on obtient 4. Le pi qu'on a ici va se simplifier avec le pi qui est ici, donc ça va faire 4 sur n carré fois moins 1 puissance n. Et donc ça c'est valable si n est plus grand que 1. Et donc maintenant, j'ai dit que les Bn sont nuls, j'ai dit que A0 vaut cette valeur, j'ai dit que An vaut cette valeur, alors on peut maintenant remplacer et obtenir la formule suivante. F de x, donc pour tout x dans R, f de x est égal à A0 sur 2, donc A0 sur 2, le 2 va sauter, ça veut dire qu'on a
pi carré sur 3 plus la somme pour n allant de 1 à l'infini, donc de 4 fois moins 1 puissance n sur n carré fois cosinus nx. Et voilà, alors on voit se dessiner petit à petit déjà les séries qui sont ici. Et c'est donc pas pour rien qu'on va pouvoir conclure la valeur de ces deux premières séries. Il suffit de choisir le bon x. Donc en l'occurrence, si j'utilise x égale 0, je vais commencer par celui-là. Donc si je commence avec x égale 0, cosinus de 0, ça fera toujours 1. Donc je me retrouve alors avec, et f de x ici, hein, ça fait 0 au carré, donc ça fait 0. Donc je me retrouve avec l'égalité suivante, 0 est égal à pi carré sur 3, plus somme, pour n allant de 1 à l'infini, de 4 fois moins 1 puissance n sur n carré. Donc je peux mettre le moins pi carré sur 3 de l'autre côté, je peux diviser par 4, et ça y est, j'ai le résultat d'une des deux séries qui m'était demandée, la somme pour n allant de 1 à l'infini de moins 1 puissance n sur n carré, et bien ça c'est égal à moins pi carré sur 12. Et il ne faut pas avoir peur du fait que ce soit un nombre négatif, c'est normal que ce soit un nombre négatif. Ici vous avez en fait une série alternée, et vous devriez savoir que quand vous avez une série alternée, donc une série alternée ça veut dire que vous avez une suite aussi en valeur absolue qui est décroissante et qui tend vers 0. Dans ce cas-là, le signe de la série alternée, c'est tout bonnement le signe du premier terme. Et donc là, ici, le premier terme, vous remplacez n par 1 et vous trouvez moins 1. Donc c'est normal de trouver un nombre négatif. Si vous ne vouliez pas avoir ce nombre négatif, il aurait fallu commencer avec moins 1 puissance n moins 1. Mais bon, bref, peu importe, en tout cas, on a été capable de calculer cette jolie série. Maintenant, si vous voulez retrouver la somme des 1 sur n carré, quelle est la valeur de x qu'il faudrait choisir? Je pense que vous pouvez deviner. En effet, la valeur qu'il faut choisir ici, c'est prendre pi. Car si vous prenez pi, ici cosinus npi, on a dit que c'était moins 1 puissance n, donc moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n, paf, ça saute, on se retrouve avec 4 sur n carré. Et là, on est content. Donc, ça va nous donner la somme des n carrés. Alors, si je prends x égale pi, encore une fois, parce que la fonction est continue, il n'y a pas de problème avec limite à gauche, limite à droite. Hein. On peut directement appliquer et écrire qu'on a pi carré qui est alors égal à pi carré sur 3 plus la somme pour n allant de 1 à l'infini de 4 sur n carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à modifier cette formule. Donc si on modifie cette formule, on trouve 2 pi carré sur 3 est égal à 4 fois la somme pour n allant de 1 à l'infini des 1 sur n carré. Et donc en divisant par 4, vous avez un 2 qui se simplifie et ça va vous donner exactement ce à quoi vous vous attendiez. 1 sur n carré est égal à pi carré sur 6. Et voilà, on vient donc de démontrer, et en fait de redémontrer, car c'est un exercice que nous avons déjà fait, calculer la somme des 1 sur n carré, exercice que je vais remettre en référence, j'ai plus le numéro en tête, mais je le mettrai en référence dans, tout simplement dans la description de la vidéo. Donc si ça vous intéresse de revoir une autre preuve de ce calcul, vous pourrez checker en bas de la vidéo, et vous constaterez que pour faire ce calcul, en tout cas l'exercice que j'ai proposé, on passait à travers des calculs d'intégrale correspondant au fait, d'une certaine manière, à calculer des coefficients de Fourier. De manière cachée, certes, mais en fait, on est en train de faire exactement ça. Et donc voilà, on a fait donc le calcul de la somme des 1 sur n carré. On est content. Alors il nous en reste une, la somme des 1 sur n4. Et la question qui se pose, c'est comment on l'obtient à partir de ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant. Eh bien, il faut utiliser l'autre résultat que nous n'avons pas encore utilisé, mais qu'on a mentionné avant même de se lancer dans la résolution. Il faut utiliser le théorème de Parseval, la formule de Parseval. Formule de Parseval que je vais rappeler, à condition que f soit une fonction continue par morceau, depuis périodique bien sûr. Je peux enlever le n supérieur à 1. Hop. Donc, si f est une fonction, donc comme f, je veux dire, comme f est une fonction continue sur R, on peut appliquer Parseval. Et Parseval vous dit la chose suivante. Si vous faites l'intégrale, donc 1 sur 2pi fois l'intégrale de moins pi à pi de votre fonction au carré, donc f de t
carré dt. Ceci correspond à A0 de f sur 2, le tout au carré, plus 1 demi de la somme pour n allant de 1 à l'infini de an de f au carré plus bn de f au carré. Et donc quand vous voyez la formule, vous vous rendez compte qu'on est en train de faire notamment an au carré, qui correspond à mettre au carré ce truc, et mettre au carré ce truc, vous trouvez donc des 1 sur n puissance 4. Donc on est content, ça va nous permettre en effet de trouver la somme des 1 sur n4. Donc si on applique à notre fonction f, on obtient 1 sur 2 pi, intégrale de moins pi à pi, de pi de t carré au carré, donc ça va faire t puissance 4. Hein. Et ensuite on avait donc 2 pi, il ne faut pas oublier ça, hein, par contre on a le A0 c'était 2 pi carré sur 3, donc on divise par 2, ça va donner pi carré sur 3, le tout au carré, donc pi 4 sur 9, et non sur 36, attention, plus 1 demi de la somme pour n allant de 1 à l'infini des an ici, donc les an c'était donc 4, donc ça va faire 16, moins 1 puissance n saute, divisé par n4. Donc on se retrouve avec ceci, on va donc calculer cette intégrale rapidement, l'intégrale de moins pi à pi de t4 dt, je vous le donne en 1000, ça va faire 2 fois pi 5 sur 5, on utilise la parité pour dire que c'est 2 fois l'intégrale de 0 à pi, et puis ensuite, 0 à pi, vous prenez une primitive de t4, c'était 5 sur 5, vous calculez en pi, vous calculez en 0, et c'est terminé. Donc on se retrouve avec ça, le 2 va se simplifier, le pi va se simplifier, et donc l'égalité devient pi 4 sur 5 doit être égal à pi 4 sur 9, plus le 16, je peux le simplifier, ça va faire 8, somme pour n allant de 1 à l'infini de 1 sur n4. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire quelques manipulations et croiser les doigts. Donc, je mets pi 4 en facteur, je dois faire 1 sur 5 moins 1 sur 9. Et ça doit être égal à 8 fois la somme que je veux. Très bien. Donc là, si je mets sous le même dénominateur, je suis obligé de faire 5 fois 9. 5 fois 9, 45. Donc, je vais avoir pi 4 fois, enfin sur 45, fois, et là, bon, il faut que je fasse la soustraction, donc 9 moins 4. Donc, 9 moins 5, ça fait 4. Donc, on se retrouve avec fois 4. Voilà. Et ça doit être égal à 8 fois la somme qu'on veut. Donc, j'ai plus qu'à diviser par 8. Et en divisant par 8, le 4 va se simplifier avec le 8 et va me laisser un 1,5. 2 fois 45, ça fait 90. Donc, on trouve pi 4 sur 90 pour la valeur de la somme qu'il nous reste. La somme des 1 sur n, 4. Et voilà qui conclut l'exercice. Bon voilà, alors on pourrait réadapter le calcul qu'on vient de faire en travaillant une autre fonction que la fonction carré. On pourrait très bien étudier la fonction x puissance 4 ou x puissance 6, etc. Et en regardant ces fonctions-là, en faisant leur calcul, on pourrait déterminer d'autres séries qui seraient liées encore une fois à des séries de Riemann. Donc par exemple la somme des 1 sur n puissance 6, la somme des 1 sur n puissance 8, etc., etc. Donc toutes les valeurs paires, entiers pairs de la fonction de zeta peuvent s'obtenir à l'aide de calculs de développement en série de Fourier. Des questions qui se posent notamment, c'est essayer de déterminer ce qui se passe pour les valeurs impaires. Et là, très problématique. On n'a pas d'expression, même juste pour 1 sur n puissance 3, on n'a pas d'expression explicite, donnée peut-être par un pi puissance 3. Hein, il y en a qui peuvent imaginer qu'il y a un pi puissance 3 qui reste, puisqu'on a eu un pi carré pour la somme des 1 sur n carré, on a eu un pi 4 pour la somme des 1 sur n4, et en vrai, pour toutes les puissances paires, on a toujours un pi puissance 2p qui apparaît, si on a ici un n puissance 2p. Donc, ça semble être, entre guillemets, logique et attendu qu'on ait une puissance impaire pour le cas des 1 sur n puissance impaire, mais rien n'a été vraiment prouvé de ce côté-là. La seule chose qui a été prouvée, c'est que la somme des 1 sur n puissance 3, ce nombre-là est un nombre transcendant. C'est la seule chose qui a été démontrée, et de manière très alambiquée, hein, c'est pas évident du tout. Mais en dehors de ça, aucune idée de quelle pourrait être une expression explicite des valeurs de la fonction de zeta sur les entiers impairs. Il n'y a aucune chose qui est donnée jusqu'à maintenant. Alors bien sûr, il y a d'autres résultats importants sur la fonction de zeta de Riemann, comme l'hypothèse de Riemann, qui est un des problèmes du millénaire assez bien connu. Blablabla, on pourrait y passer je ne sais combien de temps à en discuter, mais je ne vais pas le faire.
Sachez juste que voilà, la plupart des valeurs de la fonction de zeta, notamment donc là les valeurs paires, peuvent s'obtenir à l'aide de développement en série de Fourier. Et je pense que c'est assez cool de s'en rendre compte, même quand on ne connaît pas tous les résultats, mais juste en faisant soi-même le calcul, de retrouver les valeurs connues, si on les connaît déjà, de ces séries-là. Bien, bon je pense en avoir fait suffisamment pour aujourd'hui, donc comme d'habitude n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ici, ce sera pour me soutenir, ici, ce sera pour vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!